Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, un jeune homme plein d'avenir que vous connaissez déjà parce que vous avez été nombreux à suivre notre entretien sur Sorel et la violence. Rodolphe Carte, bonjour. Bonjour Pierre-Yves et merci à toi pour ton invitation. Alors, ah non, mais moi j'aime bien, voilà, moi j'aime bien pousser, moi j'aime bien pousser, particulièrement j'aime bien pousser les jeunes pousses. Ça c'est un de mes dadas. Hein, voilà, comme quoi on peut avoir de l'intérêt pour plus petit que soi sans être Gabriel Matzneff. Et donc, alors là, tu nous reviens, et d'un côté, il fallait que quelqu'un le fasse, et donc tu as été courageux de le faire, et parce que, on va dire, beaucoup de souverainistes ne voulaient pas le faire juste pour pas avoir, disons, à polémiquer avec des gens dont l'intérêt de la polémique nous apparaissait limité. T'as écrit un petit ouvrage très enlevé, tu vois, qui Feu sur la droite nationale, le, où tu prends à bras le corps l'opposition euh, euh, souverainiste identitaire. Le, et je voulais savoir pourquoi tu l'avais fait et euh, et dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu penses, avant d'entrer dans les problèmes de fond, qu'est-ce que tu penses de la polémique elle-même, souverainiste identitaire, qui est un marronnier, moi ça existait déjà quand je suis arrivé, donc ça existait déjà il y a 20 ans. Euh, c'est, c'est, euh, voilà. Dis-moi ce que tu en penses, après je te dirai la vision que j'en ai, moi, mais en tout cas pour rebondir, mais dis-moi ce que tu en penses et dis-moi pourquoi tu as décidé, si tu veux, toi le genou, de prendre ça, alors que nous objectivement, moi déjà mes maîtres il y a 20 ans ne voulaient pas y toucher par, on va être très honnête, soit parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient autant attaqués, ils ne comprenaient pas, parce que souvent voilà, l'écart de CV en termes de patriotisme était tel que, si vous voulez, quand des écrivaillons d'extrême droite s'attaquent au général gallois, père de la bombe atomique française, vous savez, si vous voulez, gallois n'a jamais répondu parce qu'il n'y avait rien à répondre. Hmm. Enfin, il n'y avait rien à répondre. Vous savez, il y avait rien à répondre, quoi. Le chien ne s'adresse pas à ses puces. Mais, mais par contre, soit on les a traités par le mépris, le, et le peu qu'ils les ont, je pense à Paul-Marie Couteau par exemple, qui ont toujours tenté d'être gentils avec eux, se sont toujours fait cracher à la figure. Donc on a vite compris que ça servait à rien. Et donc, pourquoi tu as décidé d'écrire là-dessus? Bah, c'est vrai qu'on va dire que c'est un débat qui est quand même assez restreint, si je puis dire, à une sphère un peu de réseaux sociaux. C'est vrai qu'on retrouve sur Twitter. Et c'est vrai que moi j'aime bien le média qui est Twitter parce que moi j'aurais été ravi de voir par exemple émerger un Sacha Guitry ou même un Georges Clémenceau sur Twitter parce que je pense ils auraient pu être très bons comme personnages. Bon bref, moi je crache absolument pas sur Twitter. J'aime beaucoup ce réseau. Moi-même j'y Non, moi participe aussi. un peu trop, je pense. Mais par contre, ce qui était assez intéressant à mon avis, c'était bah, de faire la bascule aussi sur un écrit, histoire de laisser quelque chose et de laisser, si je puis dire, quelque chose d'un peu solide sur lequel on pourrait rebondir ou en tout cas et peut-être démarrer un débat. Et pourtant, tu as peut-être raison, parce que c'est vrai que pour la grande majorité entre guillemets du camp national, c'est vrai que la notion de d'identité et de souveraineté vont ensemble. Mais mine de rien, quand on revient sur des sujets géopolitiques, politiques, bah, par exemple sur la géopolitique, le conflit russo-ukrainien ou même israélo-palestinien, ou sur des conflits, enfin sur des sujets plutôt de politique intérieure, comme par exemple la crise du Covid ou la réforme des retraites, et ben c'est vrai que tout de suite, et ben il y a des divergences entre guillemets dans le camp national. Et moi, à mon avis, une des sensibilités qui m'a fait
désirer prendre la plume, c'est que mon nationalisme, entre guillemets, bah, il est hiérarchiquement tout en haut, si je puis dire. Et ça, mine de rien, c'est assez intéressant. Parce qu'au final, dans le camp national, quand on creuse un peu les gens, quand on discute avec eux, on se rend bien compte que ben, tout en haut justement de leur hiérarchie des valeurs, bah, parfois c'est le nationalisme européen, parfois c'est le nationalisme blanc, et parfois c'est le nationalisme français. Donc là, ça c'est ma voix. Et c'est vrai que bah, sur certains sujets, les sujets que je viens d'évoquer à l'instant, bah là tout de suite ça crée des divergences, si je puis dire. Et là, c'est peut-être un hommage que je peux rendre, entre guillemets, au camp souverainiste et au camp nationaliste français dans lequel je range les camarades de l'Action française, que je salue bien évidemment parce que c'est parmi les premiers à m'avoir donné comment dire, la voix, si je puis dire, en conférence. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, l'Institut Iliade m'a aussi permis de faire des conférences sur Georges Sorel. Donc il y a vraiment les deux, même s'il y a des divergences, à mon avis, de visée politique là-dessus. Mais par contre, là où j'aimerais rendre hommage à la sensibilité souverainiste, c'est qu'en tant que nationaliste français, quand on arrive sur une question politique ou géopolitique, en fait, la chose qui prédomine, c'est quid des intérêts nationaux au final. Et ça, à mon avis, c'est vraiment ce qui est intéressant parce que c'est ce qui oriente tout et c'est ce qui a empêché une partie du camp national et notamment souverainiste de pas tomber dans les comment dire dans les appels va-t-en guerre à prendre parti pour l'un ou l'autre camp et justement par exemple sur la crise du Covid avoir des positions bah à mon avis assez raisonnables, assez objectives et assez rationnelles. Et sur la longue, on se rend compte qu'à chaque fois, la position des nationalistes français et des souverainistes, eh ben, c'est avéré être souvent la bonne, la plus posée et la plus équilibrée. Donc bon, il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai que je trouve que entre guillemets dans le camp national, et moi qui fais plusieurs conférences, notamment avec des jeunes, que ce soit avec des partis politiques, des syndicats étudiants comme la cocarde étudiante ou même avec des groupes militants parfois qui sont assez divergents entre eux, c'est vrai que bah, je vois que bah, finalement les positions entre guillemets prises par le camp souverainiste eh ben, commencent à faire leur champ et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alignements au final, même parfois de personnes qui avaient des positions parfois identitaires à la base. Donc à mon avis, ça donne raison entre guillemets à bah, le fait d'avoir commis cet ouvrage qui, j'espère, permettra bah, de refaire une petite mise au clair sur certains de ces sujets. Oui, non, non, mais c'est très salvateur. Si tu veux, tu vois, le problème, c'est que c'est un débat qui a évolué. C'est un débat qui a évolué. Si tu veux, au début, alors, il y a un fait qui est resté constant, c'est, euh, ça va me permettre de le dire, ce sera reproché, j'espère que ça ne sera pas reproché à toi, parce que je le dis devant toi, donc tu en es innocent, c'est la défrancisation du camp identitaire, il faut être très honnête. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, pour beaucoup, ont des imaginaires qui viennent d'ailleurs, en réalité qui viennent d'Allemagne, hein, pour 90% d'entre eux, euh, et, euh, et si tu veux, qui le plaquent sur une réalité française, ils l'ont encore fait sur la réalité ukrainienne, et évidemment, ils se sont lamentablement plantés, comme d'habitude. Karamba encore raté. Quand l'ordre mondialiste, par contre, lève les biceps sur le libre-échange, sur le Covid, etc., là, par contre, il n'y a plus personne, il n'y a plus un rat. J'entairai les noms, mais moi, je sais que la totalité des médias, des chefs des médias alternatifs identitaires, donc pour certains, ils sont même dans certains partis qui sont des mutations du mouvement identitaire, ont exigé de leur personnel de se vacciner sans raison, hein. Je le, voilà, je, pas me, voilà, et si on m'emmerde, je balancerai les noms avec grand plaisir. Mais parce que tu comprends, voilà, euh, le seul point de bascule de l'opinion, c'est l'immigration. Les Français, on peut leur faire ce qu'on veut, tout ce qu'ils aiment pas, c'est les basanés. La preuve, Zemmour va le prouver en étant élu au premier tour. Bon, très bien, 7%. Donc, le, moi, je l'ai annoncé à 7% quand il était à 19, hein, publiquement. Tout le monde s'était foutu de ma gueule jusqu'au soir du premier tour. Là, pour le coup. Mais tout simplement, hein, ça c'est de l'arithmétique électorale. Villiers, ça pèse 5. Villiers, ça pèse 5. Bellamy, Villiers, ça pèse 5. L'identitarisme maigretiste, ça pèse 0,75. Et 1,25 parce que vu à la télé.
Et en plus, syndrome Thierry-Le-Luron, c'est-à-dire que, alors à l'époque, c'est de moins en moins le cas, mais le syndrome Thierry-Le-Luron, c'est quand tu as un physique très enfantin à la télé, les gens t'aiment bien. C'était le cas de Le Luron, et c'était un peu le cas de Zemmour pendant des années, parce il a un physique non pas poupon, comme pouvait l'avoir Le Luron, mais enfantin. Tu vois, donc, Oui. si tu veux, bah, chez moi, 1,25 plus 0,75 plus 5, ça fait 7. Donc, c'est pour ça que j'avais 17. Et caramba, non raté ce coup-là. Mais donc, si tu veux, c'est un débat qui a évolué. Ce qui a été le point marqueur, c'est la défrancisation. C'est plus la même défrancisation, par contre. Si tu veux, le référentiel, disons, germanique a cédé le pas vers un référentiel occidentaliste. Et alors qu'au tout début, et le problème, et nous, ça a été un vrai problème pour nous, c'est que, enfin, un vrai problème, non, on s'en est réjoui, mais en même temps, ça a coupé des possibilités. C'est que les meilleurs des identitaires se sont souverainisés. La trajectoire d'un Laurent Ozon est très nette à ce niveau-là. Et le problème, c'est que Laurent était l'un des seuls lourds de ce camp-là, intellectuellement parlant. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. Tu vois, et donc le dialogue est quand même très difficile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se passe souvent par l'invective. Tu vois. Mais d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est assez intéressant. Et c'est vrai que moi, qui viens d'un milieu apolitique, classe moyenne déclassée comme X millions de Français patriotes et Voilà. autochtones, Mmh, c'est vrai que moi, je me suis pareil. construit politiquement. En fait, moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, et on avait deux voies pour se politiser à mon époque, quand on était apolitique. C'était soit la voie Zemmour, on n'est pas couché, soit la voie Soral. Alors moi, ce qui est drôle, c'est que la voie Soral, je l'ai très peu appréhendée, alors qu'aujourd'hui, justement, la droite occidentaliste me traite souvent de soralien un peu manqué, qui reprend les thèses. Bon, ça, peut-être qu'on y reviendra ensuite après dans le sujet. Bien sûr, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, moi, je m'étais, entre guillemets, bah, construit politiquement en regardant les vidéos de Zemmour. Moi, j'avais aucun bouquin à la maison. Bon, bah, à l'époque, quand je voyais Zemmour distribuer, entre guillemets, ses PLS et ses missiles sur le plateau de On n'est pas couché, bah, ça faisait quelque chose à mon petit cœur de patriote français, si je puis dire. Et Mmh, puis, mine de rien, au moment de la présidentielle, moi, en fait, il y a eu un papier, à mon avis, assez intéressant de David Lépée, du camarade David Lépée sur mmh, Éléments, qui montrait très bien que bah, Zemmour, comment dire, augurait déjà ce basculement vers la droite bah, réac, libérale, conservatrice, très pro bourgeoisie patriote, enfin la pseudo bourgeoisie patriote. Bah après, ça s'est retrouvé de toute façon sur ses positions très dures sur la réforme des retraites, sur ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, entre guillemets, bah, si je suis absolument nationaliste français, je suis aussi très porté sur la question sociale. Parce qu'à mon avis, les deux vont toujours de pair. Et aujourd'hui, c'est quand même assez drôle qu'entre guillemets, une partie de la droite occidentaliste me traite de gauchiste. Moi, ça me fait mmh. toujours rire. En fait, entre guillemets, quand on se permet de réfléchir sur des questions qui sont autres que l'identité, même si c'est une question intéressante, bien évidemment, et fondamentale, bah, tout de suite, on va vous mettre dans le camp des gauchistes. Donc là aussi, il y a, à mon avis, une perte un peu de culture générale, de culture politique. Et à mon avis, c'est assez catastrophique pour le débat public et justement pour cette ostracisation bah, qu'on connaît un peu, à mon avis. Alors, si tu veux, c'est d'autant plus vrai si tu veux, tu as une vraie perte. Tu as une vraie perte de, si tu veux, et t'as une vraie perte intellectuelle qui s'est faite, comment dire, parce qu'avant, il y avait un camp intellectuel de la défrancisation à droite. Faut pas l'oublier, hein. C'est justement, moi, ce qui me fait rire, enfin, ce qui me fait rire, ce qui me surprend, c'est pas du tout ce que tu dis est très sensé, c'est d'où tu le dis. Parce que l'homme qui, pour moi, en tout cas, et pour beaucoup des miens, a symbolisé cette défrancisation, c'est Alain de Benoît, très clairement. Pour nous, a fait certainement une œuvre aussi délétère en termes de défrancisation que l'a fait Bernard-Henri Lévy face au mouvement ouvrier, très clairement. Ouais, là, Quand tu lis des dernières années, il y a des relents idéologie française qui sont très nettes. De la part en plus d'un homme qui a débuté dans l'extrême droite la plus abjecte, si vous voulez, c'était un peu risible. Or, et surtout, dont une partie des anciens lieutenants
ont fondé l'identitarisme le plus dur. Si vous voulez, où sont les Vial aujourd'hui, où sont ces gens-là aujourd'hui, que disait Guillaume Fay à la fin de sa vie, etc., etc. Et cetera. Et je pense, si tu veux, que ce camp-là étant, pour des raisons biologiques, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui vieillissent, et surtout, objectivement, la jeune génération qui a hérité leur défrancisation, parce que pour beaucoup d'identitaires aujourd'hui, la référence à la France est une référence atroce. Là, ce faisant, ils reprennent le flambeau des écrivains de la collaboration, dont le rebond de passation de mémoire la ND très clairement. C'est que la France est ce pays horrible c'est ce pays horrible qui un jour a regardé et les Juifs et les Noirs comme des citoyens, et donc qui a d'un côté brisé et qui a brisé par sa volonté d'indépendance l'unité européenne qui devait de droit revenir au peuple allemand. Bon, donc cette francophobie-là, je la reconnais dans une partie de ces jeunes-là, sauf que ils n'ont plus le référentiel, ils ont toujours un arrière-fond Nasbrock, Nazi-Cronenbourg, mais ça, bon, l'extrême droite française fait des putschs de brasserie depuis 60 ans en espérant pouvoir en réussir un vrai un jour. Ça, c'est toute leur histoire. Mais par contre, ils se sont décentrés vers le mode de vie occidental et donc vers Washington. Est-ce qu'il faut les en blâmer? J'en sais rien. Je pense que pour moi, ça veut dire qu'ils sont peut-être moins cons que leurs aînés, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois l'état de l'Allemagne, être occidentaliste, ça a du sens. L'Occident, ça existe parce que l'armée américaine existe. Bon, ok, d'accord. Être européiste, quand tu vois l'état des maîtres, tu te dis que, bon, à leur place, je serais dans leur cerveau, j'aurais fait le même calcul. Mieux vaut être à Washington qu'à Berlin. Mais le problème, voilà, c'est comment toi tu le vis, parce que tu étais entre ces deux hémisphères. Le problème, c'est que si aujourd'hui on a une part de droite identitaire dans cet état-là, c'est parce qu'il y a eu la ND. Oui, oui, je peux comprendre. Alors, moi, comme tu l'as dit, je participe entre guillemets, enfin, je participe même pour le dire à la revue Éléments. Et c'est vrai que c'est des débats qu'on a souvent en interne. Alors bon, vu de ma position, tu vas peut-être comprendre aisément que moi je sois moins dur entre guillemets, même si bien évidemment je connaissais très bien la ligne de la nouvelle droite, je sais très bien les produits les travaux intellectuels qu'ils ont portés, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi je suis beaucoup plus Jean Bodin qu'Altusius par exemple. Mais c'est des débats que j'ai eu avec Alain de Benoît lui-même. Et moi je serais peut-être moins dur que toi sur cette ligne, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'Alain de Benoît, sans parler pour lui, bien évidemment, a fait pas un transfert, mais a pris en considération des questions qui, à mon avis, sont aujourd'hui pertinentes. C'est le moment populiste, c'est ce genre de choses. Euh, Des questions qui existent, enfin, des questions qui avaient déjà été. Enfin, bien sûr, personne n'a eu besoin de lui, quoi. c'est certain, mais Paul la Lyonnais revue l'a Les écrit il y a 20 ans, hein, donc. Bien sûr, mais la revue Léman a quand même toujours a mis en avant les premiers travaux de Michéa. Je dis pas que qu'ils ont été Là, les là précurseurs. encore, Oui, là oui, mais je encore. veux dire, au point de vue de la matrice intellectuelle en France, alors peut-être on peut considérer qu'il y avait certains écueils, notamment quand on est des nationalistes français, même s'il y en a eu au sein de la rédaction. Il y a eu Michel Marmin, il y a un dossier que j'aime beaucoup, un ancien Bah, élément qui s'appelait Pourquoi la France? Non, mais moi aussi, je sais, en tant que il est nationaliste. patriote français, Marmin. Ouais, Oui, ouais, non, on mais va chercher loin, hein. non, mais je peux comprendre. Mais bien évidemment, c'était une période aussi, il faut la remettre dans son contexte historique, qui était dans un mouvement de dépassement de la nation pour aller vers l'échelon européen, ce qui est à mon avis une erreur. Moi aussi, je suis le premier à le défendre. Mais bon, aussi, tu Mm. remarqueras que le livre s'ouvre par une citation de Jean Co, Pourquoi la France? Moi, c'est un livre enfin, sur Ah lequel oui, je me oui, non, mais Jean Co, oui, mais oui, mais oui, mais pourtant c'était un proche d'Alain de Benoît. Aujourd'hui, moi, c'est un livre que je veux qu'on réédite parce que je sais pas si tu l'as en tête, mais ce livre, il est absolument exceptionnel Oui, sur oui, oui. ouais. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé et beaucoup aimé Jean Co. De toute façon, je suis en train Et, de. et pour moi, c'est vraiment un manifeste du nationalisme français. Je pense que c'est un très très bon livre pour un jeune militant, pour lui donner, parce que Jean Co, justement, il a cette profondeur, parce qu'il a le côté
côté lyrique d'un très bon écrivain où il arrive un peu à soulever les cœurs. Et entre guillemets, c'est aussi un des aspects que j'ai voulu appréhender dans mon livre, c'est que bah il faut aussi concrétiser cet essai de l'énergie, du sursaut patriote et identitaire pour le concrétiser de manière politique. C'est là, à mon avis, où les souverainistes rentrent en jeu et où ils pensent les questions d'un point de vue de structure économique. Et là, on est vraiment dans le dur, si je puis dire. Donc oui, bah moi, évidemment, je serais peut-être un peu plus dur que toi sur ce constat, même si je peux en partager certains reproches, bien évidemment. Mais par contre, tu vois, par exemple, mon livre, j'en ai discuté enfin récemment avec Alain de Benoît, et il l'a trouvé relativement intéressant. Et il m'a absolument pas fait cette critique sur le côté du retour sur le nationalisme français, ce genre de choses. Et aussi, tu dois bien le savoir, même au sein de la droite identitaire, il y a aujourd'hui un affrontement de plus en plus exacerbé entre justement cette droite occidentaliste qui va considérer que, en fait, entre guillemets, le but, c'est vraiment d'arriver à regrouper, entre guillemets, enfin, les Européens, si je puis dire, les Européens d'Europe, mais aussi les Européens d'Amérique, les Européens du Pacifique en Australie, et même les Israéliens pour essayer de former un espèce de grand arc occidental. Mais eux, quand même, ont conservé cette vision d'une Europe puissance. Alors aujourd'hui, qui est bien évidemment mise en branle à cause de la réapparition d'un rideau de fer. Mais par exemple, c'est des positions qui ont été aussi reprochées à Élément. Bah, c'est des positions pro-russes, même si Élément a jamais pris parti de manière claire. Ce sont juste ces journalistes et ces rédacteurs qui ont pris certaines positions, parfois avec certains débats même en interne. Mais là-dessus aussi, je pense qu'Élément n'a pas à rougir de ces dernières prises de position, notamment sur les questions géopolitique. Le dernier numéro, le numéro 205, c'est vrai que bah on est revenu sur un grand dossier sur Jean-Claude Michéa. Donc là aussi, la revue Le Mans était un des précurseurs, enfin en tout cas ceux qui l'ont mis en avant, même si aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, il y a plusieurs maisons qui l'ont fait, plusieurs sensibilités. Mais par exemple, eh ben aussi, on retrouve des dossiers assez intéressants, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Et là, moi-même, j'ai commis sur le site de la revue Le Mans un article sur le non-alignement. Et c'est vrai que je me suis fait tomber dessus par une partie de la droite occidentaliste qui aujourd'hui a pris ses distances aussi vis-à-vis d'éléments et qui m'est tombé dessus justement en me traitant Ah non, de non, mais tyran, ce genre de choses. ça, je remets pas, ça, je remets pas ça en question. Aujourd'hui, je dis juste que c'est un milieu qui a accouché, l'un de ces deux milieux a accouché de l'autre. Si tu veux, mais tu as raison que sur bien des points aujourd'hui, si tu veux, le problème, c'est que moi, le point que je reproche, et après, si tu veux, on va passer sur d'autres points, mais moi, le point que je reproche à l'AND, c'est d'avoir lourdement défrancisé une partie d'une jeunesse qui aurait pu être française et qui ne le sera pour la plupart jamais. Mm. Plus jamais, et qui sont euh, ensuite, le problème, c'est que je pense que Robert Stokers l'explique très bien dans l'ouvrage d'hommage à Guillaume Fay, que comme il y a toujours eu une tentative de captation des héritages des autres de la part de l'AND. C'est pour ça qu'Alain Benoît a voulu être ultra-libéral à un moment, ils l'ont foutu dehors, etc. Euh, à un moment, euh, ils ont quitté la radicalité ethno-germaniste des débuts pour faire plus large, pour élargir la clientèle. C'est ce que Vial aujourd'hui leur reproche quand il dit moi je suis la nouvelle droite sans masque. Bon, ok, d'accord. La phrase n'est pas de moi, la phrase est de lui, hein. Donc, or, le problème, c'est qu'une part de cette jeunesse-là, comme elle est défrancisée, elle se cherche une identité, et et aujourd'hui, elle est dans l'occidentalisme, parce que dans l'American Way of Life, et le problème, si tu veux, parce qu'elle a choisi l'identité la plus forte du monde occidental, c'est certain, et c'est certain. Et tu as une part de cette jeunesse-là qui, de toute façon, est tellement loin de la France aujourd'hui parce que, fondamentalement, il y a très peu de vrais patriotes français, tu vois, très très peu.
Tu vois, dans l'opinion, oui, mais dans les opinions, mais même dans les médias alternatifs, tu vois, tu as très très peu de gens, en fait, qui défendent l'intérêt de la France. Tu vois, tu sais, au fond du fond, moi en tout cas, c'est au bout de 20 ans, je pense que pour la plupart des médias de droite, la France, c'est le pays de Galeux, comme Télérama. La seule chose, c'est que on en dit un tout petit peu plus de bien parce que, pour des raisons de gamelle, tu vois, c'est que un jour, faut bien parler aux gens qui veulent pas lire Télérama, tu vois. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme ils sont déracinés, tu as un retour vers les identifications simples. Tu vois, aujourd'hui, moi, si tu veux, et c'est aussi pour ça que j'ai toujours trouvé l'extrême droite très lâche, à l'exception d'un ou deux mecs, c'est qu'on sait très bien que même pour eux, l'Occident, il serait infoutu de le définir. Tu vois, bon, je mets même pas l'Europe dans le jeu. Pour moi, l'Europe, c'est un mot qui n'a pas de sens. Mais, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est pas ça. C'est ce qu'ils veulent, c'est la blanchitude. Le Oui, problème, c'est qu'ils tombent face à la même aporie, c'est que 80% de leurs ennemis sont des blancs. oui, 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 Et oui. là, si tu veux, là, tu vois, nous parlons le lendemain où des gamins ont voulu courageusement aller défendre la mémoire de Thomas, du pauvre gosse qui a été tué par la racaille gratos. Qui les empêche d'aller face à la racaille? Les flics. Ouais, bah justement, là c'est Et aussi des un flics ouais, bien oui. blancs, pour le coup. Oui, bah là c'est un reproche que me fait souvent cette droite occidentaliste, c'est entre guillemets bah, de promouvoir une certaine rupture au sein de la fraternité blanche. Bon, là c'est pareil, le mot est tellement vague, l'expression veut tellement peu dire grand-chose à mon avis que bah justement, et là on le voit Ah ben, on dirait. typiquement dans l'affaire d'hier. Comme tu l'as très bien dit, on a une révolte patriote de jeunes, bah justement, de manière très légitime, qui ont, entre guillemets, montré leur ras-le-bol. Et là, on l'a bien vu justement, bah, qu'en France, on n'a pas les deux peuples comme veut entre guillemets l'imposer une certaine droite, c'est vrai. Et même là, tu sais, je sais pas si tu as vu le prochain numéro de Livre Noir, la une, je sais pas si tu l'as vu, c'est deux peuples, une terre. Sauf que moi, à mon avis, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois peuples. Évidemment qu'il y a ce peuple, ce bloc, si je puis dire, islamisé banlieusard, mais il y a aussi ce bloc élitaire, urbain, et ce bloc patriote plus populaire. Et comme tu l'as très bien dit, on a bien vu hier que, bah, pour Hmm. finir, eh ben, il y a cette révolte il y a cette révolte du petit peuple patriote avec ces mecs. Bah, j'espère justement, il y en a un qui a fini dans un très mauvais état. On lui souhaite un prompt rétablissement, Ouais, bien un évidemment. pauvre monde. Et Ouais, ouais, c'est puis ça. ça, c'est vraiment les mœurs de la racaille, tu vois, pour le coup. Et tu sais, ça m'a fait penser à un petit livre de Yannick Jaffray assez intéressant sur le mouvement des Gilets jaunes dernièrement, Hmm. qui montrait à quel point c'est une tragédie quand on voit justement que des camarades identitaires et sociologiques du côté des flics et du côté des manifestants, notamment au moment des Gilets jaunes, bah, en soient arrivés à se rentrer dedans. Enfin, c'était plutôt justement le bloc Le bloc policier qui a flic qui est rentré dedans. voilà, exactement, mais bon, c'est une tragédie. Et là aussi, ce qu'il faut bien se rendre compte, je trouve que ça donne un argument encore aux souverainistes contre l'émergence d'une force armée européenne ou même d'une force policière européenne, c'est qu'il y aura encore Ah, mais moins de... nous, bah, c'est très simple. Tu mets tu fais venir des mecs d'Europe de l'Est, faut bien comprendre une chose. Hein, l'Europe aujourd'hui devient de plus en plus ce qu'elle est, c'est-à-dire un fait colonial. Elle veut sa police pour une seule raison, c'est qu'elle sait qu'une troupe polonaise en face de gilets jaunes français, ils les massacreront avec plaisir. Ils en ont Voilà, rien à foutre. C'est pas les leurs. exactement. Donc, Et et oui, ce oui, sera jamais les leurs. Donc, à un oui, oui, moment, tu vois, si tu veux, la seule chose, c'est que cette idée-là, là encore, tu vois, le corpus anti-étatique, anti-national, etc., la droite occidentaliste le prend ailleurs. oui. Elle l'hérite. Elle en a pas les moyens, si tu veux. Le seul, les deux seuls mecs qui savent à peu près écrire correctement de ces tendances-là, ce que je vois, donc le Baillet, l'autre, je ne me rappelle plus lequel,
Si tu veux, ils- si tu veux, ils sont même très, très loin du corps youtubesque de cette droite-là que tu peux retrouver aujourd'hui à Reconquête, très majoritairement, et malheureusement, ce qui donnera pas grand-chose, parce que là, pour le coup, euh, comment dire, on l'a vu dans l'affaire ukrainienne, on l'a revu dans l'affaire israélo-palestinienne où il faut se mettre les deux pieds dedans, alors qu'il faut jamais mettre un ongle ou un orteil dans ce pot de pu, parce que sinon vous allez le perdre. C'est sec et net, hein. Il n'y a pas de, faut pas se leurrer. Le, mais, je, mais si tu veux, il y a une, comment dire, le gros problème, c'est que comme il y a eu un effondrement de la culture scolaire et de la culture écrite, et que la réinformation telle que les médias alternatifs l'ont fait est assez largement un échec, en fait, à l'exception de, à l'exception ce que j'appellerais des nouvelles vagues. Tu vois, moi, je suis en train d'écrire là-dessus pour l'ouvrage que je vais sortir, qui est un petit livre sur les 20 ans du camp national que j'ai fait. Euh, En réalité, ce qu'on a le plus réussi dans l'information alternative, c'est des personnes. Mm. Tu vois, on a, parce que justement, on a tenté de faire de la réinformation, on a surtout fait de l'information inversée. Donc, donc on n'a pas corrigé les médias, on a dit le contraire de ce qu'ils disaient, de là à dire des conneries parfois. Alors évidemment, bon, quand le camp souverainiste s'y est mis, ça a lourdement fait augmenter le niveau. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est faire éclore des gens. C'est le- En réalité, on n'aurait pas Élise Blaise, on n'aurait pas Clémenceau Diakova, on n'aurait pas Maxime Le Nagar et cinq ou six autres. 20 ans de réinformation n'auraient servi, je le dis, à rien, Mm. à strictement rien. Donc, bon, ça a fait vivre, et bien vivre, les gens qui en ont profité, mais objectivement, si on s'était pas mis à faire le travail un peu sérieusement, nous n'aurions pas eu les audiences que nous avons. Le, Mais aujourd'hui, on est face, particulièrement pour la génération qui vient, pas à une nécessité de réinformation, mais une nécessité de rééducation. Parce que de toute façon, la société telle qu'elle est crée des déracinés. Donc on va aller vers malheureusement des identités économiques déracinées. Et Oui, oui. je pense que une partie de la droite occidentaliste, moi, quand je vois si tu veux, c'est, moi, tu vois, ça m'avait sidéré, c'est dans certains coins, l'électorat de Reconquête s'était tourné, particulièrement chez les Français de l'étranger, à 80% au deuxième tour sur Macron. Oui, 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 c'est vrai. Ah, si tu veux, parce que en réalité, tu leur enlèves le ferment négatif qu'est Mokhtar, il n'y a plus rien. Le souci, c'est que éliminer Mokhtar ne servira à rien. Il faut détruire la machine qu'il fait venir. Est-ce que Qu'il je peux fait t'aider? venir, Oui, oui. qu'il engraisse, qu'il protège, et qui lui permet de faire ce que un petit concept, hein, c'est pas le pari chez Pascal, mais qui est un concept sur lequel j'ai beaucoup glosé et que maintenant j'ai couché à l'écrit donc dans l'ouvrage qui va sortir, ce sont les quelques pages que je fais sur la notion d'expropriation culturelle. Et si tu veux, avec Xénocratie, un ou deux autres, c'est une partie du legs théorique des miens. Donc, on est face à ça. On est face à une grande expropriation culturelle du pire de la modernité, enfin, ou de la postmodernité, ça c'est un débat, et du pire du pire de l'actuel, plus les pathologies issues des biais que la culture de droite et d'extrême droite a toujours eu. Tu vois, Oui.
Mais peut-être que là-dessus, on pourrait un peu nuancer, parce que c'est un constat assez pessimiste, mais que tu as raison de faire, parce qu'il est vrai, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais peut-être pas aussi qu'il côtoie aussi des vrais militants, que ce soit au Cercle Aristote, que je côtoie aussi un petit peu, et même aussi dans les sphères militantes. C'est vrai qu'on a quand même des, comment dire, des élans d'espoir. Ah oui, bien sûr, non, mais Oui, ça, oui. ça c'est certain. Ah non, Moi, mais par ça exemple, c'est. c'est tout bête, mais les petites manifestations un peu enfin pas irrationnelles, mais comme ça, des petites éruptions qu'on a vues à la suite de la mort de Thomas, où on voit des jeunes de 20 ans euh, faire des espèces de cortèges de voitures avec des drapeaux français en criant des slogans. Alors bien évidemment, il faut leur donner une forme à ces explosions d'énergie, si je puis dire. Et là, ça sera intéressant. Mais moi vraiment après enfin moi j'ai une relative, elle est pas très grande mon expérience dans le milieu politique. Elle s'est un peu accélérée là Hmm. sur ces derniers mois. Mais moi comme je te dis, que ce soit par rapport aux syndicats comme la cocarte étudiante, même à des partis politiques et à des groupes militants, moi il y a quelque chose qui entre guillemets, enfin pour moi c'est un crime de décourager la jeunesse. Je pense Ah que non, 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 tu non. Alors, conçois. là, de Ouais toute ouais. façon. Je sais que t'es pas Ah comme non, ça non, non. toi, mais Moi, si tu veux, je vais dire, si tu veux, quand je le peux, je leur trouve des boulots. J'organise un séminaire par semaine. On leur sort entre 3 et 5 vidéos par semaine. Je sais pas si tu vois ce que c'est en termes de. Tu vois, moi, j'ai un boulot à côté. Hein. ouais, Je ouais, me ouais. rends compte. J'ai un boulot, j'ai trois gosses. Donc, bon, j'ai autre chose que ça à foutre. Mais le problème, tu vois, c'est que c'est du boulot, hein, ça a l'air de rien, Ouais, c'est bien du sûr. boulot. Tu vois, donc non, non, pas du tout. Pas du tout. Je dis juste que nous devons, ce que je pense en tout cas, c'est que nous devons leur donner nous devons bien leur dire que, moi c'est ce que je dis aux gens de ma génération, moi je suis de 86, donc je suis un peu plus âgé que toi. Je leur dis, voilà, c'est nos générations. Si on veut pas que ce soit nos enfants, ça doit être nous. Mm. Moi, je ne veux pas. Moi, si tu veux, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase de l'Évangile, qui est que son sang retombe sur nous. Tu vois? Moi, je veux que le sang du système que je combats retombe sur moi. Parce que Oui, sinon, il oui. retombera sur mon fils. Ça, Oui, c'est hors oui. de question. Donc, donc si tu veux, on ne sera pas. Qui dit génération sacrifiée dit génération héroïque. Donc, si tu veux, nous aurons largement les compensations de nos sacrifices. Par contre, je ne veux pas qu'on leur cache qu'il y aura sacrifice. Oui, oui, Eux, voilà. Oui, moi, j'envoie pas les mecs au carton avec une tape dans le dos, loin de là. Le carton, si on y va, on doit tous y aller. Et par contre, faut pas se dire qu'on va aux champignons. ouais, voilà. C'est tout ce que je dis. Hein. Ce sera pas un dîner de gala si. Oui, Ce ne oui. sera pas un dîner de gala. Ça, Oui, oui. faut être honnête. Ce ne sera pas un dîner de Mais gala. là, c'est peut-être aussi un hommage qu'on peut rendre aussi au camp souverainiste et aussi au travail du camp du cercle Aristote. C'est que justement, il y a eu un travail aussi pour voir comment les concrétisations politiques pourraient se mettre en place, et notamment en pensant la vision stratégique de ce genre d'éléments. Et là, à mon avis, c'est des choses qui sont véritablement intéressantes parce que en Europe, on a quand même eu des précédents entre guillemets quand des partis, par exemple, quand c'était en Grèce avec Tsipras ou même l'ensemble de l'enchaînement des déceptions qu'on a eu avec les pseudo personnages identitaires ou populistes qui sont arrivés au pouvoir. Là aussi, ça nous donne aussi, à mon avis, du grain à moudre et aussi une comment dire une perspective de travail à faire entre guillemets, dans le sens où si on arrive au pouvoir un jour entre guillemets, quelle chose faut mettre en place pour véritablement Oui, mettre bien sûr. Ça, si tu ouais veux, là-dessus ouais, c'est des le, choses qui sont intéressantes à penser à mon après, avis. ce qui reste, c'est à édifier les hommes. Parce que ce qu'il y a à faire, on le sait à peu près. On a tellement travaillé qu'on le sait. En plus, on a à la fois les magnifiques réussites et les limites du cas anglais qui se posent à Oui, nous. On a donc on sait, on voit. Le problème, c'est la faillite des hommes. Et le grand souci, c'est c'est le degré de brutalité nécessaire pour, comment dire, édifier des hommes différents
et le degré de brutalité nécessaire pour inverser certains processus. Parce Oui, oui. que c'est d'ailleurs très intelligent de travailler aujourd'hui ce que tu as fait sur des gens comme Sorel, parce qu'il y a qu'on l'accepte ou pas, il y a des phénomènes, et pour le coup, pas tant l'immigration. L'immigration, d'un point de vue historique, a tué des cités déjà mortes. Un État fort peut briser ses flux migratoires et peut subjuguer une partie de ses immigrés, en renvoyer une autre. Qu'on l'accepte ou pas, la France a viré a viré un tiers des Italiens arrivés dans les années 20, on les a virés dans les années 30. Oui, oui. Pourtant, ils sont arrivés extrêmement nombreux. Donc, Oui, 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 ça reste un gros et ça s'est pas fait, et ils sont pas arrivés non violents. La culture méditerranéenne italienne, pour laquelle j'ai énormément de respect, n'est pas une culture de la calinothérapie, il faut arrêter. Donc, pas tant l'immigration, parce que là, nos racailles peuvent se planquer derrière les flics, mais si les flics les traitaient comme les gilets jaunes, je peux assurer que, ils débandent tout de suite. Oui, oui. Moi, j'ai travaillé sur des cas de violence réellement armée à l'étranger. On n'est pas face au cas philippin, on n'est pas face à ce que mon ami Jonathan Alperi voit dans les guerres de la drogue. Non, 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 non. Par rapport à ce que les latino-américains prennent dans la gueule, les nôtres sont des dealers de porte cochère. C'est rien. C'est rien. Oui, oui, oui. C'est de la racaille qui vous bombarde avec des boules de pétanque, tout simplement parce que vous êtes en bas et vous regardez les boules de pétanque tomber. C'est tout. Oui, Vous, oui. vous montez à la fourchette, ou pire, vous répliquez, ils fermeront leur gueule, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, si on les laisse pourrir et se penser plus que ce qu'ils ne sont, bah évidemment, ils vont prendre leurs aises. Ça, toute bande criminelle fait ça. Si tu veux, Duterte, quand il arrive au pouvoir, il a une armée criminelle de plus de 200 000 hommes contre lui. Là, on a affaire à des bandes de quartier. Point. C'est tout. On a affaire à des bandes de quartier. Qui doivent être brisées quartier par quartier. Il y a 900 bandes, on les connaît tous, ils sont fichés depuis qu'ils ont 13 ans. On est loin, on est loin du cartel de Tijuana, tu vois, on est loin. Donc, or, le, le, je pense beaucoup plus à la dégénérescence blanche occidentale. Ça, par contre, ça va nécessiter de la brutalité. Pas de la brutalité vis-à-vis de qui que ce soit. Moi, je suis assez. Je, Je pense que de toute façon, une large partie des postmodernes, déjà le fait qu'ils ne veulent pas d'enfants, implique que de toute façon, ils vont auto-terminer leur phénomène de toute manière, sauf à croire les, le- comment dire, les sortilèges du bon docteur Alexandre sur la vie éternelle. Mais là, je leur dis tout de suite, si vous avez mis du blé là-dedans, vous n'allez pas le revoir. Donc, le, le, si tu veux, c'est surtout la correction personnelle que nous devons nous donner à nous-mêmes et que nous allons devoir donner au système, qui, elle, va être d'une grande brutalité. Enfin, tu vois, la dégénérescence de l'élite occidentale, ça va être un vrai frontal, par contre. Oui, Si tu oui. veux, ça va être un vrai frontal qui, lui, peut très mal tourner, parce que moi, ce que je vois beaucoup plus arriver dans des pays d'Europe de l'Ouest et dans des pays, et surtout aux États-Unis, c'est un duel de ceux qui sont nés quelque part et de ceux qui veulent faire naître les autres nulle part, tu vois. C'est même plus que les somewhere et les anywhere, hein. C'est encore plus que Godard, tu vois. C'est pas uniquement ceux qui sont partout chez eux et ceux qui sont nés quelque part. C'est pire que ça. C'est ceux qui sont nés quelque part face à ceux qui ne supportent plus la notion de cordon ombilical, Hum. hein, et qui veulent l'arracher aux autres. Oui, oui. Hein. Mais Or, ouais, ouais, et, et c'est pour. hein, Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. et l'immigration qui va regarder ça en comptant les points. Oui, oui. Ça, c'est le scénario américain.
scénario européen, tu vas avoir un remplacement pour une seule raison, c'est que ceux qui font pas de gosses vont disparaître, simplement. Et, le, et de l'autre côté, tu vas avoir le grand côtoiement de ceux qui font encore des gosses et d'une part invasive migratoire, tu vois. Donc voilà, si tu veux, je pense que objectivement, le duel le plus dur qui est en face de nous, c'est malheureusement face à des gens qui nous ressemblent. Et je le dis assez sincèrement, et c'est pour ça que ton livre est assez utile, parce qu'il peut, comme en plus il se lit vite, il se lit bien, servir à des gens assez jeunes pour qu'ils évitent de servir de chair à canon. Parce que, je le dis tout de suite, une part de la droite libérale qui aujourd'hui tape sur une part de l'immigration, le problème, c'est qu'elle tape sur l'immigré parce il a des mœurs différentes, et surtout parce que, comme ses mœurs se voient, il refuse de rester à sa place. Oui, oui. Mais tant qu'il a un sac Uber Eats sur le dos, il est supportable. Tu vois, là, tu as dans le même gouvernement Lescure qu'on demande 200 000 pour l'industrie, alors que l'industrie la font partir. Et de l'autre côté, tu as Darmanin qui dit il va falloir faire quelque chose. Donc, le vrai frontal, il va être plutôt top-down. Tu vois, en tout cas, c'est ce que je crois, ce que j'ai la faiblesse de croire. Et tu sais, hier, justement, si on revient sur ces émeutes qu'on a pu connaître, enfin en tout cas ce soulèvement patriote qu'on a pu connaître à Romans-sur-Isère, il y a eu une image terrible, je sais pas si tu l'as vu, où on voit des policiers qui protègent entre guillemets, et qui protègent bah, justement, même pas entre guillemets, qui protègent bah, des racailles. En fait, ils sont ensemble d'un côté contre entre guillemets enfin contre justement en face les patriotes. Et là, l'image était catastrophique à plus d'un titre. Et même moi, j'ai trouvé que tu avais fait une remarque assez pertinente, c'est que au moment de la marche contre l'antisémitisme, on sait qu'il y a un des lieutenants de Reconquête qui avait fait un tweet en disant que c'était pas la France de Benzema, mais tu as eu raison de rebondir dessus en disant que c'était pas non plus la France des Gilets jaunes. Là, on voyait Non plus. vraiment, si je puis dire, bah, les trois blocs à l'état chimiquement pur. Et Pour être tout à fait honnête, c'est une réflexion qu'on a eue en même temps avec mon camarade Laurent Ozon. Tu vois, bon, bah, pour être tout à fait honnête. Mais rendons hommage à à Laurent. la clairvoyance de Laurent, mais c'est vrai, tu vois. Alors, moi en plus, je suis pas suspect de quoi que ce soit. La moitié de la trollosphère me traite de sioniste tous les 4 matins. Oui. Quand c'est pas sioniste, c'est franc-mac. Bon, je suis pas tombé non plus sur des créatifs. Mais, Bah, bah, mais c'est vrai. justement, ouais, comme tu l'as dit, à la fin du livre, j'ai vraiment essayé bah, de montrer que bah, enfin, la question et peut-être la solution politique, c'est vraiment dans cette prise de conscience bah, que on forme aujourd'hui, enfin, avec certaines disparités sociologiques, identitaires ou même ethniques, si je puis dire, parce que moi, j'ai jamais mis sur le banc, par exemple, tout un pan d'extra-européens qui pourraient se sentir légitimement patriotes ou assimilés. Moi, je pense que c'est une erreur sur laquelle on peut aller là-dessus, c'est si on veut vraiment nous fermer, nous cloisonner de manière hermétique. Évidemment qu'il y a des problèmes de population, démographie, ça c'est quelque chose que je reconnais aisément, mais par Non contre, mais, je me verrais très mal d'aller dire à non mais certains attends, patriotes, par exemple dans l'armée, bah, juste par le non mais fait qu'ils attends, aient attends. une Le ethnie pire. différente, ouais. Non mais si tu veux, même d'un point de vue le plus neuneux de l'identitarisme, c'est d'une bêtise crasse. Oui, oui, Parce c'est que vrai. si tu veux, des mecs qui veulent se battre à tes côtés, tu les refuses. Oui, oui, Et tu les renvoies au camp d'en face. Enfin, si tu veux, tu mérites de perdre. Tu mérites de perdre. Or, si tu veux, et là, pour le coup, il y a une part de culture de droite qui est à éviter à tout prix, c'est la culture de la droite colo. Parce que toutes les sociétés coloniales, à un moment, si tu veux qu'on l'accepte ou pas, il y a toujours un fait socialisant dans un nationalisme. C'est-à-dire, parce que tu es mon frère, je préfère travailler avec toi, même si me coûte plus cher, qu'une logique de prix libérale qui me ferait travailler avec quelqu'un d'autre parce que c'est moins cher. Tant qu'on, Si on sort de ça, toutes les sociétés coloniales l'ont fait. Elles voulaient faire bosser le burnous parce que c'est moins cher et en même temps le dominer. Ça, si tu veux, ça marche pas. Hmm. Si vous voulez survivre, il y a
une, il y a un socialisme, ce que j'appellerais, si tu veux, un socialisme identitaire minimum à avoir. Si vous refusez ça, eh bien, de toute façon, la logique de la modernité, qui est la logique des flux, va de toute façon vous imposer Mokhtar, parce que, et elle vous imposera autre chose s'il y a moins cher sur le marché, il n'y a pas de problème là-dessus. Et, et une fois qu'elle vous l'aura imposé, elle va vous contraindre, tu vois, à vivre, à la fois à vivre avec, et parfois, s'il le faut, à vous battre. Et toi, toutes les sociétés coloniales ont fait le choix de ne pas choisir. C'est-à-dire, je veux mon groupe fermé dominant, mais je veux Mokhtar à pas cher. Bon, bah à la fin, terminé, ça a fait l'Algérie française, beau bilan, et malheureusement, moi c'est ce que je dis à mes amis israéliens, vous êtes en train de faire la même bêtise. La même Hum. bêtise dans les parts de votre pays qui sont des colonies. Vous faites le même problème. Et ça vous portera pas. Et dites-vous que c'est un con qui vous le dit, mais dites-vous que c'est un con qui ne vous veut pas de mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Or, le souci pour nous, c'est de sortir. Tu vois, je pense de ce de sortir de comment dire de la de cette part de modernité qui fait que on ne veut pas les conséquences de ce qu'on veut. Tu vois, on est des enfants de la notion de confort et de la notion du et de cette part du tout de suite qui a détruit le principe de contradiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir. Alors nous, on sera la génération qui ne pourra pas tout avoir. Oui, Et comment? on sera trop pauvre pour ça, justement. On pourra pas. Justement. Et Ouais. d'un côté, ce qui est bien, c'est qu'on en est conscient et je souhaite à ton livre le plus grand succès auprès particulièrement des plus jeunes, parce qu'il peut les conscientiser là-dessus. Parce qu'en plus, aujourd'hui, l'intelligence, on a eu des générations, parce que le pays était bien géré sous l'ère gaulienne, alors on pouvait se permettre d'être dans des oppositions de droite ou de gauche, parce qu'en fait, on était des pions de la guerre froide. Mais comme papa était là, le pays était géré. Aujourd'hui, l'intelligence n'est plus une option. Et ce qui est Oui, bien avec ton livre, c'est qu'il le rappelle sans rouler de mécanique, c'est que l'intelligence n'est plus une option pour les nôtres. et là, justement, j'aimerais aussi ajouter que on sera jugé par nos enfants et par l'histoire bah, par rapport à notre génération. Individuellement, on peut très bien se comporter, mais par exemple, la génération des poilus, à qui je dédie le livre parce que mon arrière-arrière-grand-père est mort à Verdun en 1916, et ben évidemment qu'il y avait des crapules dans cette génération, mais par contre, aujourd'hui, on l'honore à juste raison, mais en tant que génération. Et moi, je pense que tu as fait un bon constat sur bah, justement notre classe d'âge, c'est qu'on a intériorisé le fait qu'on soit une génération sacrifiée pour nos enfants. Et moi, ça, je le vois beaucoup, ça revient constamment. On sait qu'économiquement, on va souffrir, on sait que Mmh. physiquement, on va souffrir, on sait que juridiquement, on va sûrement souffrir, mais il y a un certain pessimisme bah, qu'on retrouvait chez Georges Sorel, mais pas un pessimisme héroïque dans le sens où on sait très bien ce qui va nous arriver, mais par contre on le fait et on y va à cœur vaillant parce qu'on a envie justement que nos enfants vivent mieux. Et entre guillemets, c'est cette, je sais pas si on peut dire une transcendance ou une immanence, mais en tout cas aujourd'hui, je retrouve quelque chose comme ça de supérieur dans notre génération qui va nous permettre, du moins je l'espère, bah, de faire quelque chose. Et moi je suis absolument convaincu que cela repassera par un nationalisme français. Aujourd'hui, quand je me présente toujours comme nationaliste français. C'est un vocable qu'il faut reprendre. Et moi, je suis persuadé qu'on va faire quelque chose. En tout cas, faisons tout pour. Eh ben, ce sera une très belle conclusion. Je te remercie, Rodolphe. Le lien de ton ouvrage est en description et je lui souhaite le plus grand succès. Merci. Merci à ton invitation et longue vie au Cercle Aristote. À très vite. Salut. Ciao, ciao. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.